Ce soir, nous recevons Bernard de Montréal pour nous parler des différents jeux de la pensée et des égrégores astraux. Je vous demanderai un instant de... OK. Nous recevons donc Bernard de Montréal. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Bernard, on entend souvent parler, quand on fait une recherche un petit peu spirituelle, on entend souvent parler d'égrégore et évidemment de forme pensée. Est-ce que le terme égrégore, c'est un élément qu'on peut considérer comme étant une substance concrète, une substance dynamique de la pensée? Ou en d'autres termes, comment on pourrait définir un égrégore comme tel? Le terme égrégore fait partie de la science spirituelle, ou de la science de l'invisible, si vous voulez. C'est un terme qui est exact. Le concept lui-même peut être vérifié par des voyants. Un voyant peut voir l'égrégore d'une pensée. C'est une unité de perception, c'est une unité de vibration, c'est une unité énergétique. Ça fait partie de la réalité des plans parallèles. La pensée, c'est une énergie. Elle a une forme, elle a une couleur. La couleur de pensée est très affectée par les émotions. Tout ceci constitue un égrégore, c'est-à-dire un amas ou un amalgame d'énergie qui est visuel, qui est visualisable. Quand on parle, Bernard, de poltergeist, là, quand on dit on va dans des maisons hantées, est-ce que c'est les égrégores qui sont dans la pièce ou dans la place qui font qu'on ressent des choses particulières dans ces maisons-là? Un poltergeist, c'est une entité qui est suffisamment matérialisée pour être perçue par des gens sensibles ou même par des gens qui ne le sont pas sensibles. L'homme vit sur 3 plans. L'homme a un corps matériel, il y a un corps astral, il y a un corps éthérique. Puis, quand il est désincarné, le corps matériel n'est pas actif, mais les autres corps subtils sont actifs. Donc, l'homme peut utiliser ces corps-là pour se matérialiser près de la matière, dans des registres de longueur d'onde qui, techniquement, sont visualisables par lui. Donc, un poltergeist, c'est une entité matérialisée qui n'est pas nécessairement placée sur son plan, qui peut être entre 2 plans, mais ça fait partie de la réalité des mondes parallèles. Et puis, une entité et un égrégore, c'est quoi la différence? Un égrégore, c'est une masse d'énergie qui est impersonnelle, dans le sens que une pensée négative va créer un égrégore, dans le sens que elle va créer des traces de break d'un plan subtil. Ces traces d'énergie-là peuvent se coller à l'homme, peuvent se fondre à lui, peuvent se coller à ses corps subtils. Un égrégore peut même se coller à un point où les corps subtils, tels que le corps astral, par exemple, peut devenir cancéreux. OK. Puis le jeu de l'entité avec les égrégores. L'entité se sert des égrégores pour manipuler la conscience humaine. Une personne qui aurait des genres de pensées très, très négatives aurait des égrégores très négatifs et les entités peuvent se servir de ces énergies-là pour manipuler sa conscience, manipuler son ego spirituel. Donc, Bernard, si on dit qu'on se dégage de l'influence d'une entité, en réalité, on se dégage d'un égrégore.
Parce que pas d'égrégore, l'entité ne peut pas rien faire sur nous. Sans égrégore, les entités deviennent impuissantes parce que l'égrégore, ça crée une atmosphère. C'est comme une atmosphère pour eux. Et puis, les entités se servent de ces atmosphères-là pour venir en communication avec l'homme. Les entités viennent toujours en communication avec l'homme à travers sa pensée et aussi en fonction de son état émotif. Donc, une entité est très habilitée à ça. Ça fait partie de la nature de leur monde. Et plus un homme est évolué, moins il crée d'égrégores négatifs. Donc, automatiquement, plus son aura spirituelle est pure, perfectionnée, et moins les entités peuvent se greffer à son énergie. Quand on est dans une société où l'information circule à flot, télévision, médias, journaux, est-ce qu'on est pollué d'égrégores par le fait de l'information? Oui, parce que la pensée, donc la parole, si vous voulez, la pensée crée des égrégores parce que la pensée crée des réactions psychiques chez l'homme au niveau de ses corps subtils et ce qu'on appelle l'influence. Et l'homme étant influencé, automatiquement réagit à toute la saturation de la pensée dans le monde, donc à l'information. Et surtout aujourd'hui, on est très, très saturé d'informations. Et l'homme n'est pas habilité L'homme n'a pas suffisamment d'identité pour ne pas se laisser influencer consciemment ou inconsciemment par ces énergies-là. Donc, il se crée autour de la planète d'énormes égrégores. Et ces égrégores-là ont une puissance affective, dynamique sur la population. Et ils ont la capacité même d'influer sur la destinée d'une nation, par exemple. Quand on parle de l'égrégore que peut créer dans une nation comme une idéologie communiste, par exemple, ou une idéologie spirituelle fanatisée, c'est très puissant. Si l'homme avait de l'identité, il ne serait pas affecté par les égrégores, parce que sa conscience mentale serait suffisamment enlignée avec sa propre lumière pour pouvoir se dégager. Donc, son ego spirituel ne serait pas astralisable. Est-ce qu'on développe notre identité en traversant les informations, les égrégores, les formes pensées, ou c'est en se coupant des égrégores et des formes pensées qu'on développe son identité? On développe son identité en n'étant pas affecté par les égrégores. Donc, en n'étant pas affecté émotivement par les formes pensées qui nous viennent puis qui nous sont soufflées, les formes pensées qui font partie de notre état psychologique. Et éventuellement, on atteint un niveau de conscience suffisamment avancé pour ne plus être influencé par ces états de pensée-là. Donc, à ce moment-là, on est libre des égrégores. Donc, on est libre des influences externes, on est libre des influences de l'homme sur soi, on est libre des influences internes, occultes, des plans astraux sur sa conscience personnelle. On est généralement, en tout cas dans l'information, on est attiré vers des types d'informations. C'est comme si vous placez des gens ici dans la salle, dans une bibliothèque, ils n'iront pas nécessairement chercher le même genre de livre. Est-ce que la connexion entre la forme pensée et l'information qu'on est appelé à connecter avec l'extérieur, est-ce que c'est collé avec quelque chose de particulier dans notre vie personnelle, dans notre programmation personnelle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulier dans l'être pour qu'il soit sensible à des égrégores en particulier et totalement insensible à d'autres? Sa personnalité psychique. L'homme a une personnalité psychique dans le sens que il a un caractère, il a un tempérament, il a un ego spirituel qui n'est pas mononcialisé. C'est-à-dire qu'il a un ego spirituel qui n'est pas en fusion avec sa lumière. Donc, l'homme, dans un sens, il est un peu comme une bassée dans une solution. Il est toujours influencé. Pour qu'il en arrive à ne plus être influençable, ça lui demandera un niveau de conscience vibratoire suffisamment développé pour être capable instantanément de reconnaître la polarité dans l'information. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne peut pas reconnaître la polarité. Donc, il ne peut pas reconnaître l'aspect astral de l'information. Donc, il est toujours polarisé d'un côté ou d'un autre.
Mais il n'est pas capable de faire la synthèse, une synthèse universelle de l'information. Donc, dans le fond, il n'est pas capable d'utiliser l'information d'une façon créatrice. Il l'utilise d'une façon fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Il l'utilise pour la construction ou le développement de son ego. Il l'utilise pour le développement de sa personnalité. Il l'utilise pour le développement de mécanismes de comparaison qui lui permet, dans un cas ou dans un autre, d'avoir une ascendance sur les autres autour de lui. Donc, il n'est pas capable de vivre l'information d'une façon totalement objective. L'objectivité de conscience, ça existe. On dit souvent l'objectivité de conscience, ça n'existe pas. L'homme est un être subjectif. Mais l'homme est un être subjectif parce qu'il n'y a pas d'identité. S'il avait une identité, il serait objectif dans toutes ses perceptions, que ce soit des perceptions vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la science, vis-à-vis de la politique, vis-à-vis quoi que ce soit. Il serait capable d'interpréter d'une façon très rapide et très, très simple et très concise le phénomène humain de la conscience mentale, dont l'information est simplement une extrapolation dans l'expérience. Mm-hmm. Bon, quand on parle d'égrégore, on parle d'une zone d'influence potentielle chez l'individu. D'égrégore influence, toujours. OK. Ouais. Comment on identifie un égrégore? Un égrégore, c'est une énergie qui disperse la conscience de l'homme. C'est une énergie qui enlève à l'homme de l'identité. Un égrégore enlève toujours de l'identité. Un homme qui est dans son identité ne se sent jamais enlever quelque chose, donc il a toujours quelque chose. Tandis que l'homme, dans son inconscience, l'homme évolutif, à cause des égrégores qui font partie de sa conscience, qui font partie de son inconscience, qui font partie du lien entre lui et sa société, l'homme n'est jamais dans une totale conscience. Il n'a jamais une totale envergure de lui-même. Il est toujours un petit peu plus petit que ce qu'il voudrait être. Il est toujours un petit peu moins parfait que ce qu'il voudrait être. Il n'a pas la science de lui-même. Il n'a pas une science intégrale de lui-même. Il n'est pas capable de reconnaître en lui-même un équilibre parfait entre son plan mental supérieur, donc la source de sa conscience, de son information personnelle, et ses plans inférieurs, qui sont le plan de la réflexion, l'intellect, ou le plan de l'émotion. Il est toujours tiraillé entre les deux. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas installée, la fusion n'est pas fixée, la personnalité n'a pas été transmutée. Il vient encore d'une conscience expérimentale. Il n'a pas de conscience créatrice. Donc, il est obligé de se référer constamment à la société, à ce qui est dit, à ce qui a été dit, aux opinions extérieures, pour formuler pour lui-même une perception de la vie qui est intégralement axée sur sa conscience à lui et non pas sur celle des autres. C'est là le phénomène de l'identité, il est là le problème de l'identité. Il y a des êtres dans le monde, bon, je pense à Rudolf Steiner au 20e siècle, des grands hommes, réellement des grands hommes, la crème de l'humanité. Et ces hommes-là ont atteint des niveaux de perception, de conscience, de voyance très, très avancés, mais tout de même demeure le fait que l'homme doit en arriver éventuellement à intégrer tout ce qu'il est. Mm-hmm. Pas ce qu'il sait. L'homme n'a pas besoin d'intégrer ce qu'il sait s'il a intégré ce qu'il est. Mm-hmm. Une fois qu'on a intégré ce que l'on est, à ce moment-là, on sait ce qu'on a à savoir. Tandis que l'homme, dans l'évolution, a voulu intégrer ce qu'il a su. Donc, il a développé des grandes sciences spirituelles comme Steiner, qui servent énormément à l'humanité. Mais l'homme devra en arriver un jour à réellement intégrer ce qu'il est. Et pour ça, il faut qu'il neutralise en lui-même les égrégores. Mm-hmm. Qui font partie des plans subtils, qui font partie des états de vie autour de soi, qui se greffent à notre conscience personnelle quand des événements se produisent dans notre vie. Vous avez remarqué, quand il y a des événements qui se produisent dans votre vie, vous passez de la deuxième à la première vitesse. Mm-hmm. Votre taux vibratoire change. Mm-hmm. Quand votre maison brûle, vous changez. Hein? Quand vous faites voler, il se passe quelque chose en vous. Quand votre boss vous met à la porte, il se passe quelque chose.
Quand quelqu'un est impoli avec vous, il se passe quelque chose. Ça veut l'air à dire qu'on on sort d'un égrégore quand il y a une crise. Quand il y a une crise, on a la chance de réellement maîtriser les centres de nos énergies pour créer un mur magnétique entre nous-mêmes et les égrégores. Ça prend beaucoup d'identité. C'est pas évident quand vous arrivez chez vous un soir, puis votre maison brûle, puis dites « Ah bon, c'est correct, il n'y a rien là. » Ça prend beaucoup d'identité. Ça prend beaucoup d'identité. Autrement dit, il faut avoir très peu faut pas être affecté par les égrégores. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait si on serait affecté? Ça serait quoi les pensées qui pourraient nous perturber dans une crise? Tu sais, quand on parle d'une maison qui passe au feu ou n'importe quoi, qu'est-ce qui permet à la pensée de nous déstabiliser? C'est parce qu'à ce moment-là, les forces astrales deviennent très, 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 très actives. L'homme est testé dans l'expérience. Mais on est toujours testé pour que ça ne nous fasse rien. On est testé pour voir comment est-ce qu'on réagit. Oui, puis si on réagit, c'est dangereux. On réagit mal, tout le temps. Puis quand on réagit, c'est dangereux. Là, on est vraiment menacé. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on réagit parce qu'on est affecté par les égrégores. Oui. Puis vous dites qu'il faut mettre un mur magnétique. Ça veut dire que quand une personne a de l'identité, la personne ne sent plus rien. Il n'y a plus de... Elle est neutre, réellement neutre. Elle est capable d'être neutre. Elle n'est plus affectée par l'extérieur. Ses centres intérieurs ne sont plus débalancés par l'événement extérieur. Ça, c'est l'identité. On vous parlait des centres intérieurs qui ne sont pas balancés. Mais est-ce que ces sens deviennent atrophiés? Non, au contraire, ils ne sont pas atrophiés, ils deviennent extrêmement actifs, extrêmement vibrants. Le canal s'ouvre, l'homme devient très voyant. C'est parce qu'on a difficulté à marier le fait d'être neutre avec le fait de sens qui finalement peuvent goûter encore de certaines impressions. Je parle des centres. Oui, les centres sont balancés, mais les sens, est-ce qu'ils sont atrophiés? Vous m'avez dit non. Non, ils ne sont pas atrophiés. D'ailleurs, les sens sont une expression des centres. Vos sens physiques sont le résultat de l'activité du corps astral. Mais si vous avez une grande sensibilité, vous êtes techniquement très receveur d'égrégores. Si vous avez une grande sensibilité, vous pouvez être très, très affecté par les égrégores, puis d'un autre côté, vous pouvez être très libre des égrégores, dépendant de la nature de votre sensibilité. Si votre sensibilité est fondée réellement sur un grand état de fusion, oui, vous n'avez pas de problème. Si votre sensibilité est fondée sur une grande activité astrale, autrement dit, si l'âme chez vous est très vibrante et qu'elle n'est pas sous le contrôle de votre esprit, à ce moment-là, vous avez beaucoup de sensiblerie. Et à ce moment-là, quand votre maison brûle, vous faites une grosse crise. Puis ça décentre les centres. Ça fait partie du fait que vos centres sont décentrés. Vous avez l'art de reformuler. On voit beaucoup de gens dans un processus de conscientisation qui, à un certain moment donné, se plaignent de leur sensibilité. Ils se disent « Ah ben là, je suis trop sensible, là. Je peux plus aller dans ces éthers-là. Là. Je peux plus boire autant de boissons. J'étais au 41, puis là, un verre, c'est assez. Là. » OK? Techniquement, si tu es capable de te caler un 41 puis de pas broncher, marcher sur une ligne droite, puis tu tombes à un petit verre, puis ça t'affecte, puis tu manges tout croche, il me semble que tu es décentré avec ta sensibilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ton expansion de conscience ou ton expansion de sensibilité te rend plus vulnérable à l'extérieur? C'est parce que quand vous êtes inconscient, vous pouvez un 41, c'est parce que vous avez quelque chose à vous prouver ou à prouver à votre boss ou à votre chum. Quand tu es conscient, tu n'as plus à prouver à personne quoi que ce soit de cette nature-là ou de cet ordre-là. Donc, le besoin d'un 41, il n'est plus nécessaire. Vous n'avez plus les buffers. Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on est inconscient, parce moi j'appelle ça des buffers. On a des mécanismes de protection. Tu sais, un homme qui est inconscient peut faire des choses abominables, puis ça le dérange pas, tu sais. Tandis qu'un homme conscient peut faire des choses, puis ça va le déranger. Un homme inconscient va aller à la chasse, puis il va tuer un bel orignal, bang, puis il a un plaisir fou à le faire.
Puis, tandis qu'un homme conscient ne peut pas aller à la chasse. Puis, je vais vous donner... Moi, j'avais des lapins chez nous là, qui mangeaient mes fleurs. Ouais. Puis là, j'étais fâché parce que, tu sais, ma fille, elle travaillait fort ses fleurs. Puis, c'était un petit peu too much, là. Puis, un jour, j'étais allé chez Canadian Tire, je m'étais acheté un petit baby gun. Tu sais, les petits baby guns, là? Là, c'est parce que j'étais fâché. Fait que j'étais allé m'acheter un petit baby gun. Mais quand j'étais arrivé chez nous, j'ai vu le lapin, le lièvre, qui était après à manger une fleur. Là, il me regardait avec son gros œil, là même. J'ai ma carabine de côté, tu sais. Tu peux pas. Avant, j'aurais pu le faire. Mais à cette heure, je peux plus, tu sais. Tu sais, le lapin, tu regardes avec un gros œil comme ça, là. Tu peux plus le tirer, tu sais. Ou tu veux tirer à le péteux, quelque chose. T'sais. Fait que t'as plus les buffers. T'as plus l'insensibilité requise pour tirer le lapin. Ben, c'est un élément qui est paradoxal. C'est pour ça que je le mets en relief, c'est parce que ça m'arrive souvent quand je rencontre les gens. Ça veut pas dire que je pourrais pas le tirer, le lapin. S'il mangerait trop de mes fleurs, un jour, je me fâcherais. Ou alors, je serais obligé d'aller par en dedans et trouver un mécanisme là, réellement naturel pour prendre des os de lapin puis les broyer d'un bol, là, puis tout est en dessous autour. Là, le lapin s'en irait. Mais j'ai pas le temps, moi, d'aller en ville chercher des lapins morts, puis broyer les os de lapin, puis tu sais, ça. J'ai pas le temps de faire ça. Fait que probablement, un jour, je me fâcherais, puis je mettrais un plomb un petit peu plus haut que le péteux. Il faudrait que je sois bien fâché pour ça. Sans ça, je pleurerais après. J'aurais des larmes, parce que tu viens que t'aimes trop les animaux, tu sais. Ouais. Fait que t'as plus les mécanismes d'insensibilité que l'homme normal a. Ouais. Mais ça vous décentre pas, ça. Mais ça fait partie de ma conscience. Ouais. Ça me fâche de me faire manger mes fleurs. D'un autre côté, il faut que je me trouve un mécanisme. Fait que j'ai fait une petite barrière autour. Fait que là, il vient plus. Avec des petits clous en dessous, là. Faut pas qu'il passe en dessous. Fait que là, c'est que ça a réglé ce problème-là. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que l'individu conscient est capable de se protéger des égrégores? Un individu conscient peut plus facilement se protéger des égrégores dans la mesure où il devient de plus en plus mental. Mais il devient quand même de plus en plus sensible en étant de plus en plus conscient. En devenant de plus en plus conscient, il devient de plus en plus sensible, oui. Puis en étant plus sensible, il est quand même capable de mieux se protéger des égrégores. Oui, parce que ses centres s'enlignent. Son corps émotionnel puis son corps mental, les émotions là, qui affectent le mental tout le temps. Là. Mais il vient un point que ça affecte plus le mental. OK. Fait que vous, dans l'histoire du lapin, vous ne souffrez pas du lapin. Tandis qu'un individu inconscient, il va souffrir du lapin. Ben, je souffre pas du lapin. Je suis pas content que le lapin mange mes fleurs, mais il faut que je trouve une façon pour qu'il ne mange pas. Ouais. Ben... Ce que je veux faire comme nuance, Bernard, là, c'est trouver le moyen de voir l'avantage de devenir plus sensible dans le phénomène de la conscience versus les égrégores dans lesquels on est obligé de vivre ça. Ben, l'avantage, c'est que quand tu deviens plus conscient, tu deviens plus intelligent. Il y a plus de lumière qui passe, donc tu deviens plus intelligent. Mais ça veut-tu dire que tu évites d'être en situation de connecter avec des ambiances, des atmosphères où c'est lourd comme égrégore? Ça veut-tu dire que quand tu deviens plus conscient, tu vas moins souvent dans les clubs, que tu vas moins souvent à New York? T'as plus les mêmes besoins. Ça veut pas dire que tu pourras pas y aller, mais t'as plus les mêmes besoins. Mais tu vas plus aller dans les clubs pour les mêmes raisons. OK, c'est la raison du mouvement qu'on fait qui fait le danger de l'égrégore. C'est ça que vous... C'est la nature de votre besoin. Quand tu es conscient, tu peux pas avoir le besoin d'aller dans un club puis passer ta vie dans un club comme le monde font. Ouais. Parce que il y a trop d'égrégores. Dans un club, c'est un petit enfer, un club. La musique est trop forte. Ouais. D'abord. Ouais, je comprends ça. Il y a certainement des clubs ou des endroits de plaisir qui sont un petit peu plus sophistiqués. Ça, c'est intéressant. C'est le fun. Mais les clubs qu'ils ont aujourd'hui, là, je sais pas, mais les clubs, là, c'est trop fort, c'est too much. Fait que quand tu es sensible, mais tu recherches plus ces environnements-là. Tu cherches des environnements qui sont un petit peu plus sereins, un peu plus calmes, un peu plus sophistiqués, peut-être un petit peu plus beaux, un petit peu plus soignés, Okay. avec des gens un petit peu plus soignés.
Dans le passé, l'histoire a démontré que c'était les barbares qui étaient capables d'envahir n'importe quel type de territoire. Les Romains ont envahi les Grecs. Après ça, on a eu le tour des Gaulois, puis des Huns, puis c'est toutes ces choses-là. C'est toujours les barbares qui envahissent les gens qui ont atteint un certain niveau de raffinement. Est-ce que l'individu qui est, entre guillemets, plus sensible, plus conscient, est un être qui risque d'être envahi en quelque part par la barbarie de l'inconscience de son environnement? Il va être mis en position de se protéger contre la barbarie de la fin du cycle. Un homme conscient aujourd'hui, qui avance, là, des années qui s'en viennent, là, il va en arriver à se trouver des mécanismes pour se protéger contre ce que vous appelez la barbarie involutive de la fin du cycle. Oui. Ouais. Donc, la façon de se protéger quand on développe cette sensibilité et cette conscience-là, elle est nouvelle. Elle est totalement nouvelle. Ça n'a pas de relation avec les anciens mécanismes de défense qu'on a. Non. D'ailleurs, l'homme nouveau ne pense pas aucunement comme l'homme ancien. Quand tu es conscient, tu ne peux pas penser comme l'homme de l'involution. Les mécanismes de créativité sont totalement autres, sont basés sur d'autres paramètres, d'ailleurs qu'on ne connaît pas totalement aujourd'hui, là, qu'on va connaître au fur et à mesure où on avance. Quelques-uns, est-ce que vous seriez capable d'en démontrer là, des mécanismes là, qui sont connus là, présentement? Bon, moi, ma famille passe tout son hiver en Haïti maintenant, à partir de cette année. Ma femme puis ma fille ont été en Haïti toute l'année. Elles viennent d'arriver, là. Fait qu'ils ont passé tout l'hiver en Haïti. Là, vous allez dire, bon, en Haïti, c'est un monde difficile. Ça, c'est ce que vous lisez dans les journaux. Mais où on est, nous autres, c'est très calme, très tranquille, très paisible. Puis, fait qu'on a passé tout l'hiver là. Moi, je suis allé tout l'hiver. Je reviens toutes les 2 semaines, puis je retourne parce que je construis là-bas. Puis, fait que ça fait partie de se protéger. Se protéger contre l'hiver. On n'est plus capable de prendre des hivers de fou comme il y a eu au mois de janvier. Moi, je suis plus capable. La température change tellement au Québec que moi, l'affaire d'avoir des pluies à tous les 2 jours ou entendre le monde dire « Ah, c'est-tu beau aujourd'hui? » Une journée. Quelqu'un qui me dit « C'est-tu beau aujourd'hui? » Puis les gens, le monde tombe réellement dans les pommes. Il fait beau, là, tu vois. Là. Puis c'est rien qu'une journée. Tandis que là-bas, il fait beau tous les jours. Fait que ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, tu te crées un autre style de vie. Donc, selon sa sensibilité, l'homme se créera un mode de vie. Bon. Moi, je suis dans une position pour le faire, je le fais. Ma femme le fait, ma fille le fait. Puis il y en a d'autres qui le font, puis il y en a d'autres qui vont le faire. L'homme, un jour, va être obligé, à cause de sa sensibilité, de se créer un mode de vie. Mais ça va venir en fonction de sa sensibilité. Au fur et à mesure où son insensibilité va disparaître, va apparaître sa sensibilité, il va être obligé de se protéger. Puis quand vous faites ça, là, faire ces mouvements-là, de vous couper finalement un peu de la civilisation dans un sens, est-ce que vous vous coupez des égrégores en faisant ça? On se coupe des égrégores de la civilisation ici, oui. OK. Donc, l'individu qui est plus sensible avec sa conscience, il est obligé de se couper des égrégores, des formes pensées de son environnement, des avalanches d'informations à télévision, ces choses-là. Tout ça change. Quand tu vis... ma femme, elle me disait ça aujourd'hui, là, c'est une réimmersion. C'est comme réapprendre à vivre, quasiment vivre 6 mois en Haïti pour venir ici au Québec, là, sur le boulevard métropolitain, Côte-de-Liesse, là. C'est du stop. Tu sais, nous autres, on est partis du club hier, là. Ça nous a pris 45 minutes en yacht pour arriver au Cap. Ça montre de la distance de ce qu'on est, même de la civilisation haïtienne, qui n'est pas une civilisation. Puis quand tu arrives à Miami, là, puis à Montréal, puis le trafic, là, je regardais ma femme dans l'auto hier, là, puis je te dis qu'elle check le trafic, elle voyait les gens passer vite, puis les Québécois comment se conduire. Ouais. Fait que c'est un stress, ce genre de stress-là, il n'existe pas là-bas. Le bureau de poste, aller au bureau de poste, c'est quoi la malle, les comptes, les ci, les ça, la folie là, de la civilisation, de la saturation. Un jour, l'homme sera plus capable de prendre ça. Vous allez sauter vos pentures. On est d'accord sur le fait qu'il y a trop de pensées. On est dans une société qui parle aujourd'hui d'autoroute électronique. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de se détruire par l'information? On se sature psychiquement par l'information. On va se rendre dingue par l'information. Fait que l'avènement de l'ordinateur, ces choses-là, c'est pas un plus.
C'est un plus dans la mesure où on est capable d'utiliser réellement créativement. Tout est un plus. La télévision, c'est un plus. Un automobile, c'est un plus. Des fois, c'est 45% intéressant. Des fois, c'est 70% intéressant, ainsi de suite. Mais il faut que l'homme qui le lit, le livre, parce qu'un livre, c'est comme communiquer avec une personne, c'est la même chose. Si vous étiez avec l'auteur, puis vous étiez à table, vous seriez capable de dire, bon, ben, ouais, ça, je suis d'accord ou ça, je suis pas d'accord. Mais on dirait que les gens, au niveau de la lecture, au niveau de l'information, sont pas capables de faire ça. Fait que là, ils gobent, puis ils gobent. On est rendu qu'on gobe. C'est abominable, ce qu'on gobe. Mm-hmm. Fait que tu lis le Journal de Montréal, tu gobes. Tu sais, puis gober le Journal de Montréal, c'est gober le Journal de Montréal. Ma mère est toute déprimée parce qu'elle est toute déprimée. J'ai dit, qu'est-ce que tu lis? Elle dit, elle lit l'Héliopolis puis le Journal de Montréal. Ben, tu peux bien être déprimé. J'ai dit, qu'est-ce que tu lis quand tu veux te remonter le moral? Mais elle dit, elle lit les petites revues là, des artistes là, québécois. Ça y remonte le moral. Fait que, entre les petites revues des artistes québécois qui remontent le moral, puis Héliopolis, puis le Journal de Montréal qui descend le moral, mais elle monte, pas descend dans son élévateur psychique toute sa vie. Là, elle est tellement déphasée là, que ça n'a plus d'allure. Là, mm-hmm. Moi, je dis, arrête de lire le Journal de Montréal ou lis les bonnes parties, ou arrête de lire l'Héliopolis, mm-hmm. ou lis les bonnes parties. Elle lit tout. Mm-hmm. Fait que quand j'avoue, là, elle me met au courant de tout ce qui s'est passé à Montréal depuis la dernière fois. Les meurtres, les viols, tout. Fait que moi, pour me protéger d'elle, mais je me mets au neutre. Là, j'entends rien. Elle me parle, mais j'entends rien. Je dis, c'est bien, bien intéressant. Tu peux pas te polluer de même toute ta vie. Non. Mais il faut avoir des sérieux mécanismes pour pouvoir se protéger de tout ça, parce que... Faut le faire. Ça change ta vibration, ça. Bernard, l'information aujourd'hui, est-ce qu'il faut... Il faut avoir des réponses. Il y a un petit gars là, qui voulait... Pendant que ça a évolué, l'affaire de la drogue, là, ils se mettent la tête des micro-ondes. Hein? Vous avez pas entendu parler de ça? Un petit gars s'est mis la tête dans le micro-ondes. Pendant qu'il rouvre la porte un petit peu, pas trop, là, avec un crayon, là, puis 4 secondes. Lui, il a passé plus que 4 secondes. Fait qu'il s'est gelé les cellules. Pour avoir un petit high qu'il appelle, là. Fait que le monde ne comprenne plus ce qui se passe. Au moins, quand tu es conscient, tu sais ce qui se passe. Tu comprends ce qui se passe. Parce que tu as l'information du plan mental de ce qui se passe. Fait que tu es peu affecté au niveau des égrégores. OK. Mais quand tu sais pas ce qui se passe, tu es une femme comme ma mère, là, puis tu lis ça dans le journal, là, que le petit gars il s'est mis en tête dans le micro-ondes puis il s'est frayé 2 cellules. Sais-tu que c'est pas bon pour le moral? Fait que tu fais ça pendant 40 ans, puis éventuellement, mais tu deviens Alzheimer. Autrement dit, subconsciemment, tu veux te couper de ce qui se passe. C'est ça, être Alzheimer. Les gens sont plus capables dans leur langue, ils se coupent. Quand on est confronté à de l'information, où est-ce qu'on peut savoir qu'on a de l'identité vis-à-vis de ça? Comment qu'on peut sentir qu'on fait face à l'information et qu'on ne se fait pas polluer? Quand on n'est pas influencé. Dès qu'il y a influence, peu importe sa forme, on est automatiquement dans une perte d'identité. Automatiquement. OK. Est-ce que c'est possible pour un individu, avec toute la mémoire qu'il a, d'arrêter d'en prendre la nouvelle, là, la nouvelle information, puis de strictement traiter avec ce qu'il a vécu dans son passé, puis d'éliminer ça? Tu sais, si on coupe un individu d'une zone d'influence, là, tu sais, on le prend, on l'amène dans le bois, là, puis on le coupe de toute influence avec la civilisation, est-ce que pendant une période, mettons, de 6 mois, il a simplement à traiter avec sa mémoire, il a simplement à traiter avec les informations déjà reçues dans le passé, et qu'il apprend progressivement à se défaire de ces informations-là? Est-ce que ce serait un moyen de faire ressurgir l'identité? C'est pas en allant dans le bois que vous allez faire ressurgir l'identité. C'est en étant en ville, puis en apprenant à ne pas vous laisser influencer. Après ça, vous pouvez aller dans le bois puis écouter. Tandis que si vous allez dans le bois pour vous sauver de la société, vous allez devenir des infirmes, votre personnalité, naturellement, va s'altérer, mais vous allez vivre des états de dépression parce que vous n'aurez pas quelque chose pour compenser. Aller dans le bois, faut que l'homme crée. Quand tu deviens conscient, tu deviens très, très créatif. Moi, je vais en Haïti, mais je suis créatif. Là-bas, je fais des choses. Des gens qui sont là créent. Mm-hmm. On change simplement de milieu, un milieu qui est plus relax. Zero stress. Mm-hmm.
Mais aller dans le bois, ben, ça équivaut à faire ce qu'on faisait pendant l'évolution. On devient des mystiques de la nature. Puis, il devient une mystique de la nature, mais tu vas te faire astraliser anyway. Donc, même nos mémoires peuvent être encore Les mémoires vont être une source de pression sur l'identité. Oui. OK. Donc, le phénomène de retrait ou de coupure, finalement, avec l'information ou avec n'importe quelle forme d'égrégore, c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est influencé par les égrégores. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il faut aller dans le sens inverse, d'aller affronter des impressions? Mais il ne faut pas se mettre en initiation non plus. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là de vouloir se faire souffrir puis de vouloir s'être maso? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Le monde veut se faire souffrir. C'est plein de gens qui veulent évoluer. Puis ils cherchent un moyen, justement, de se libérer de l'influence. Et puis là, ils se posent la question, est-ce qu'il faut se couper des sources de bombardement astro ou émotionnels pour pouvoir régler sa centricité ou s'il faut faire face? Le monde veut évoluer. Il ne s'agit pas pour l'homme de vouloir évoluer, il s'agit pour l'homme de vouloir être intelligent. En voulant être intelligent, en apprenant à être intelligent, il évolue. Mm-hmm. Si vous voulez évoluer, vous allez vous donner une mission spirituelle. Mm-hmm. Tandis que si vous cherchez les mécanismes, si vous cherchez à comprendre les mécanismes pour être intelligent, à ce moment-là, bien, vous allez être des êtres évolués. OK. Ça veut dire que être intelligent juste avec les choses qui nous arrivent, c'est suffisant. Être intelligent avec les choses qui se produisent dans notre vie, c'est suffisant. Puis ça fait partie de l'évolution. Là, vous allez évoluer. Bon, les gens qui vivent un quotidien où ils trouvent que leur vie est trop simple, est trop, entre guillemets, neutre, plate, inodore et sans saveur, là, tu sais. Est-ce que ces gens-là, à travers ce qu'ils vivent là, c'est suffisant pour évoluer? Si leur vie est inodore et sans saveur, c'est parce qu'ils ont pas assez de conscience créatrice pour se faire vibrer leur corps astral. Faites vibrer votre corps astral. Puis là, s'ils font vibrer leur corps astral, ben là, ils se mettent en initiation. S'ils vont vibrer leur corps astral, ils vont aller chercher des impressions extérieures, puis ils verront comment traiter avec ça après. Ça, c'est comme une personne qui dit, bon, ma vie est plate, je vis à Saint-Lin, métro, boulot de dos, puis tu dis, bon, ben, tu viens, tu faire un petit voyage à Montréal? Ah, non, je suis très bien ici. Il y en a du monde de même. Ah, définitivement. Mais si elle prenait le train, aller à Montréal, mais elle irait chercher d'autres impressions, ça lui permettrait d'évoluer psychologiquement, parce que quand tu parles de Saint-Lin, tu viens à Montréal, tu évolues psychologiquement. Si tu parles de Montréal, tu t'en vas à Saint-Lin, là, tu n'évolues pas psychologiquement. Fait que la vie, c'est très complexe, c'est très varié, puis il faut que l'homme aille chercher des impressions. Les gens qui ont des petites vies plates, c'est parce que c'est des gens qui ne vont pas chercher d'impressions dans la vie. Puis les impressions sont là, le monde en est plein, puis tu vas chercher des impressions qui te conviennent. Mm-hmm. Il y a des gens qui ne sont jamais allés au cinéma. C'est abominable, jamais être allé au cinéma. Il y a beaucoup de bons films. Il y a de la créativité, là. Il y a du talent. Là. Il y a beaucoup de cochonneries aussi. C'est comme la musique. Mm. Mais il faut choisir. Les voyages, il faut choisir. N'importe quoi. Le vêtement, il faut choisir. Donc, on vit dans un monde qui est très riche aujourd'hui, où il y a beaucoup d'abondance, puis il faut aller les chercher, ces choses-là. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Tu peux pas vivre une vie pas d'amis. Tu as des amis dans la vie, au moins un. Un chat, je sais pas, moi. Il faut que tu aies quelque chose. Oui, c'est un fait. Fait que c'est abominable, tu sais. Puis après ça, même toi, s'ils perdent leur job, ou ils perdent leur mari, ou ils perdent leur chum, ils sont faits. Fait que la vie, c'est faite pour être vécue seulement que plus tu es sensible, plus tu es conscient, plus tu choisis. Puis tu deviens très habile à choisir. Mm-hmm. Puis là, à ce moment-là, ben, tu rencontres des gens intéressants. Il y a du monde intéressant dans la vie, tu sais. Pendant vous avez dit au début que les entités servaient des égrégores pour manipuler le mental humain. Est-ce qu'un être humain conscient se sert des égrégores pour aromatiser sa vie? Ou se sert des impressions? Parce que j'imagine qu'une impression, c'est un égrégore.
Une impression, c'est une énergie dans la forme. C'est une énergie, c'est le corps astral qui va. Quand vous écoutez de la musique, vous allez chercher une impression. Quand vous allez voir un film, vous allez chercher une impression. Quand vous regardez un tableau, quand vous allez à l'opéra, vous allez chercher une impression. Cette impression-là, c'est de l'énergie sonore, visuelle, c'est une lumière physique, une senteur. Bon, ben, ça alimente vos sens. Ça met en vibration votre corps astral. Ça rend votre vie plus plaisante. Ça n'a rien à faire avec des égrégores. OK. C'est des impressions. Vous allez chercher des impressions. C'est évident que c'est bien plus. L'impression est bien plus créative quand vous allez dans un bel hôtel que quand vous allez dans un trou sur la rue Saint-Laurent. C'est pas la même impression. Oui, définitivement. Bon. C'est pas les mêmes égrégores non plus. La différence entre une impression et un égrégore, Bernard? Une impression, c'est l'énergie que vous recevez au niveau du corps astral à cause du contact sensoriel que vous avez avec la forme. OK. Tandis qu'un égrégore, c'est psychique. OK. Puis quand vous dites c'est psychique, ça veut dire que ça contient quoi? C'est psychique dans le sens que ça met en vibration votre corps mental, votre corps émotionnel, ça fait faire partie de la dimension spirituelle de votre être. Tandis qu'une impression, ça fait partie de la dimension physique de votre être. OK. C'est strictement relié au physique. Quand tu passes ta main sur du velours, c'est pas un égrégore. Du velours, c'est une impression matérielle. OK. Bon, mais du velours, c'est bien plus plaisant que De la jute. que de la jute. OK, bon, je comprends. Donc, à ce moment-là, quand on parle que l'être conscient est plus sensible, ça veut dire qu'il peut aller chercher beaucoup d'impressions pour agrémenter sa Il peut aller sensibilité. chercher beaucoup d'impressions que l'homme moins conscient n'aura pas cherché. Fait que sa vie peut être très agréable, plus sélective, plus ajustée à sa sensibilité, plus ajustée à sa conscience, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, se libérer des égrégores, ça ne veut pas dire se couper des impressions. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Dans la mesure où l'homme va devenir conscient puis va se couper des égrégores, il reste tellement plus rien dans la vie qui va à peine d'être vécu de réel qu'à ce moment-là, il va avoir tendance à se chercher des impressions. Parce que la vie sur la Terre devient très, très compressée, condensée quand tu es conscient. Quand tu es inconscient, on dirait que tout le monde, tout est créé pour aller te chercher. La télévision, le hockey, le baseball, le football, les guidons, tout. Mais quand tu es conscient, tout ça, il y a bien des affaires qui tombent. La vitesse dans la machine, tout ce qu'on fait quand on est conscient. Mais quand tu es conscient, là, toutes ces choses-là, là, tu ne vibres plus à ça. Fait qu'à ce moment-là, ce qui te reste, là, c'est très sélectif, puis c'est très particulier à ta sensibilité, puis ce sont ces énergies-là dont tu te sers pour goûter à la vie. Mais à un niveau plus raffiné, plus sensible, plus près de ta réalité. De la présence par rapport à l'identité. Là. Quand on dit qu'une personne a de l'identité, souvent on va sentir de cet être-là qu'il y a beaucoup de présence. Est-ce que quand on sent que quelqu'un a de la présence, on peut considérer qu'il est proche de son identité? Oui. Oui, parce que de la présence, c'est toujours de la présence d'esprit. Donc, un homme qui a de l'identité, ou un homme qui a du charisme, ou un homme qui a ce que vous appelez de la présence, il est plus proche de son esprit. C'est ça qui crée ça. Bon, souvent, on remarque que les gens qui ont de la présence ont vécu beaucoup d'expériences dans leur vie. Ils ont affronté beaucoup d'égrégores. OK? Est-ce qu'on peut considérer qu'un être qui a de la présence est un individu qui peut nous aider ou nous faire voir les mécanismes des égrégores? Ça dépend. Un être peut avoir eu beaucoup d'expérience dans la vie puis être un vrai con. Donc, il n'y a pas de présence. Il y a de la présence, mais il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup de conneries dans la présence. Puis un être peut avoir eu beaucoup d'expérience dans la vie puis avoir une grande maturité. Là, il n'y a pas de conneries dans la présence. C'est de la présence intelligente. Ça dépend ça dépend de la conscience de l'individu. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la vie, mais énormément d'expérience dans la vie. Mais tu te laisses avec eux autres, tu parles, puis c'est de la connerie constante. Fait que ça, de la présence de même, tu n'as pas besoin. Tu ne relaxes pas avec du monde de même. Tu n'apprends rien que du monde de même. Ils sont intéressés simplement à ce que tu écoutes leurs histoires. Tu sais? Bon. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont conscients, qui ont une certaine sensibilité, même qui ont eu moins d'expérience, mais qui vivent très près de leur esprit.
ces gens-là sont beaucoup plus valables que ceux qui ont eu beaucoup d'expérience puis qui ont une certaine présence, mais dont la présence est une déformation de réalité. Mm-hmm. Bon, à ce moment-là, si une personne a mais un homme qui aurait beaucoup de conscience puis qui aurait eu aussi beaucoup d'expérience, ce serait très intéressant de parler avec. Mm-hmm. Mais c'est l'esprit qu'on a qui détermine la qualité ou la valeur de l'expérience qu'on a eue en abondance ou sans abondance. Tout l'esprit. Est-ce que la maturité dépend intégralement de l'esprit? La maturité, ça dépend. Comment est-ce que vous regardez le thème maturité? Dans l'évolution, la maturité de l'homme était basée sur son habileté psychologique à traiter avec les choses de la vie. Alors que la maturité pour un être conscient, c'est fondé sur sa capacité de travailler, de traiter avec les choses subtiles de la vie. La maturité d'un être conscient est proportionnelle à sa capacité de traiter avec les choses subtiles de la vie, ce qui est derrière la forme. Tandis que la maturité d'un être inconscient, c'est de traiter avec la forme elle-même. Fait qu'un être conscient va traiter avec les choses de la vie à un niveau encore plus subtil que l'autre, qu'une certaine maturité ne voit pas. C'est comme si tu travailles à la fois avec la matière et l'invisible. Tandis que l'homme qui a de la maturité et qui est inconscient travaille avec la matière. Okay. Il ne travaille pas avec l'invisible. Il ne voit pas la connexion entre l'invisible et la matière. Puis quand tu es conscient, tu vois toujours la connexion entre l'invisible et la matière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça la conscience. La qualité de notre science, on a une belle science sur la Terre aujourd'hui, mais c'est une science qui est très limitée. C'est une science qui s'occupe simplement de la matière. C'est pas une science qui s'occupe de la matière et des plans parallèles en même temps. Quand on aura une science qui s'occupera de ces deux plans-là à la fois, on aura une très, très grande science. Mais en attendant, la science, elle s'occupe simplement de la matière. Ça fait partie de l'évolution de la 5e race racine. OK. Donc, pour une personne consciente, les gens qui s'occupent strictement de la matière, c'est des gens qui sont immatures? C'est des gens qui ne sont pas suffisamment conscients. Des gens qui n'ont pas suffisamment de lumière, des gens qui n'ont pas suffisamment de conscience. Donc, ils sont immatures? Ils peuvent avoir une maturité dans l'expérience, mais ils n'ont pas de maturité psychique. OK. Donc, il y aurait deux sortes de maturité. Une maturité psychologique et une maturité psychique. OK. Est-ce qu'une personne peut avoir une maturité psychique et ne pas avoir de maturité psychologique? Oui. Une personne peut avoir une maturité psychique et être très près de l'invisible, mais pas avoir encore suffisamment intégré les deux, la matière et l'invisible. Donc, il y aura une maturité psychique, mais il n'y aura pas de maturité psychologique. Puis, ultimement, l'homme devrait avoir les deux. Un homme, ça devrait être capable de fonctionner dans le monde de matière, plein fouet, et dans le monde de l'invisible, plein fouet. Là, tu es réellement organisé pour vivre ta vie sur la Terre ou sur les autres plans, pleinement. Bon, les gens qui sont dans un processus un peu spirituel ont tendance à se développer une maturité psychique avant la maturité psychologique? Ça dépend. Il y a des gens qui ont développé une maturité psychologique, puis ensuite ils ont développé une maturité psychique. Il y en a qui ont développé une maturité psychique tout de suite, ils ont laissé tomber la maturité psychologique. Mm-hmm. Puis, en général, les gens dans le deuxième ordre, ce sont des gens qui ont une grande sensibilité, mais ils font rien dans le monde. Okay. Ils sont pas capables de travailler, ils sont pas capables de fonctionner dans la société. Ils peuvent devenir un poids même de la société. Ils décrochent. Okay. Tandis qu'il y a des gens qui ont été dans le monde matériel, qui ont construit le monde matériel, ils ont même pas connu le monde immatériel. Puis un jour, pour une raison ou une autre, là, ils s'avancent vers ce monde-là, mais au moins, ils ont créé dans la matière. Donc, ils avancent dans l'autre monde, puis ils peuvent facilement reconnecter avec la matière. Ça, c'est beaucoup plus valable. C'est plus ordonné. C'est plus groundé. Ça fait des êtres plus stables. Bon, la personne qui a une maturité psychique, mais avec le handicap de ne pas vivre parfaitement sa maturité psychologique, quel choc de conscience qui lui est nécessaire pour aller chercher la maturité psychologique? À un certain moment donné, s'il vit trop dans le psychique puis il vit pas dans le psychologique, un jour il va partir sa job, sa femme va le crisser là, elle va dire bon ben trouve-toi un job comme tout le monde, t'as des enfants à faire vivre, laisse faire le psychique puis le ci puis le ça. Mm-hmm. Puis elle va dire bon ben si tu trouves pas un job là d'ici un an, là, t'es fait à l'os, je te laisse. Mm-hmm. Puis un jour elle va le laisser.
Un jour, on va le laisser, puis un jour, ben, il va comprendre qu'il faut que tu travailles. Tu es sur le plan matériel, tu as un corps matériel, il faut que tu travailles. Sans ça, tu vis dans une zone ici, là. OK. Fait que tu vis des illusions. Il faut que tu intègres cette énergie-là. C'est un manque d'intégration. OK. Maintenant, on passe à l'autre. Là, celui qui a de maturité psychologique, mais qui n'a pas de maturité psychique. Quel type de choc qu'il faut qu'il vive pour passer à l'autre? Ça dépend de son évolution d'âme, ça dépend de sa programmation. Si un jour, cet homme-là, il doit évoluer vers des plans plus subtils, il peut y arriver quelque chose. Il peut être bien baveux dans la vie matérielle, là, tu sais, le gros Jean, là. Puis un jour, il se fait casser une jambe. Ou il se fait couper une jambe. Ou il rentre dans un mur avec son char ou quelque chose. Ça le dégrise. Ça dégrise assez, ça. Faut perdre Puis il quelque chose. s'agit qu'il arrive à l'hôpital, puis il y a un petit livre à côté de lui, là, à l'hôpital. Tu sais, il y a des petits livres, tu sais, des petits livres. Ouais, là. les livres de Mormon, là. Ben, pas nécessairement de mormons, mais il y a des petits livres, là, tu sais, je sais pas. Bon, supposons qu'il arriverait à l'hôpital avec une jambe cassée, puis l'autre gars avant, il aurait oublié son livre, sa vie des maîtres, par exemple. OK. Bon. On va regarder ça. C'est ça, cette affaire-là. Tu sais, il y a du temps, il peut lire, là, il a la patte cassée. Bon, ben, en lisant la vie des maîtres pendant qu'il a la patte cassée, ça peut l'amener plus loin. Mais avant, il n'aurait pas eu la chance, il n'aurait pas eu l'intérêt de lire la vie des maîtres, parce qu'il était trop en affaires, la grosse business. Okay. Il avait son char, là, puis toutes ses bébelles. Tandis que rendu à l'hôpital, la patte cassée, là, d'ailleurs, patte cassée, ça veut dire vie changée. Hein. Quand tu casses une patte, ça me dit que ça change ta vie. Fait que c'est comme ça que la vie travaille. Fait qu'ils vont aller chercher par en arrière. Ils vont toujours te chercher par en arrière, anyway. Alors, de la maturité, est-ce que c'est de la contenance? De la maturité, c'est de l'intelligence équilibrée à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, plus tu as de maturité, bien, plus ton intelligence est équilibrée à tous les niveaux. Ça veut dire que, techniquement, tes émotions font plus interférence avec ton intelligence. Ça veut dire que dans la vie, you are in the driver's seat. C'est toi dans la vie. Tu formes ta vie, tu crées ta vie comme tu veux. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est le psychique et le matériel en même temps. L'intégration totale de ton énergie. Okay. On se fait dire que c'est pas nous autres qui pensent, mais il faut être dans le driver's seat. C'est pas nous autres qui pensent, dans le sens que la pensée vient d'ailleurs. OK. Mais c'est pas parce que la pensée vient d'ailleurs qu'on est des marionnettes. Mm-hmm. On est des marionnettes, justement parce qu'on pense que la pensée vient pas d'ailleurs. Si on était conscient que la pensée vient d'ailleurs, on aurait l'impression au début qu'on est marionnetté, mais avec le temps, on comprendra que ça a toujours été de même. Puis c'est de même, c'est normal. Là. On a un corps subtil, on a des corps astrales, on a des corps éthériques, on a des corps physiques. On a un corps mental. On n'est pas fait on n'est pas fait de phosphate, puis de magnésium, puis de fer. Mm-hmm. Tu sais, quand quelqu'un meurt, ta mère meurt, ton frère meurt, là, puis ils te mettent ça dans une petite bouteille de Pepsi, là. Il en reste plus gros du gars, tu sais. Le gars, il a construit des empires, il a été premier ministre, puis là, ils viennent de le mettre dans une petite bouteille de Pepsi. Il y a à peu près tendance là-dedans. Fait que là, tu te dis, ouais, c'est lui qui a construit, qui est devenu premier ministre des États-Unis. Il a déclaré la guerre au Japon, puis il a donné une bouteille de Pepsi. Faut pas être con. Mais on l'est, con. Fait qu'il y a d'autres choses en arrière. Du Pepsi, t'as une bouteille de Pepsi. Fait que la poudre, c'est le phosphate, le magnésium. Faut réellement être con pour penser qu'un premier ministre, c'est ce qu'on contient une petite bouteille de Pepsi. Alors, quand une personne prend conscience de ça, du fait que de la pensée que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, comment qu'il peut sentir qu'il y a un contrôle sur sa vie, en tout cas, qu'il y a un contrôle par rapport à la pensée qui passe par lui? Vous voyez ça à l'envers, vous autres. La pensée, c'est une énergie qui allume la conscience, qui te rend conscient d'être. Okay? Quand tu es conscient que la pensée vient d'ailleurs, au lieu de vivre sur le plan matériel avec l'impression que tu es tout seul là, dans ta sphère existentielle, bon, ben, tu réalises qu'il y a une partie de toi, c'est un autre plan. C'est toi, c'est ici, là. Oh, okay, oui. bon. Fait que quand tu découvres cette partie de toi-là qui est sur un autre plan, mais t'es pas intéressé à la renier, tu es intéressé à la découvrir. C'est quoi cette affaire-là de toi?
Fait qu'éventuellement, tu t'aperçois que cette partie-là de toi est très intelligente, est très créative. Puis ça s'unit, ça, cette affaire-là. Ça crée une unité avec la conscience, avec le développement de la conscience. Puis un jour, t'es bien. Fait que c'est l'ego qui veut se séparer de ça. Puis qui veut garder l'impression que c'est tout dans la matière, c'est dans la bouteille de Pepsi. C'est l'ego, ça. OK. C'est une illusion de l'ego, ça fait partie des égrégores. Fait que quand il y a une alliance avec une perception de l'autre plan ou des autres plans, il peut y avoir pas une impression, mais une certitude de contenir ou de contrôler sa vie. Avec le temps, tu en arrives à avoir une certitude de contrôler ta vie parce qu'éventuellement, tu en arrives à être capable de plus te faire manipuler par les autres plans. La raison pour laquelle l'homme n'est pas capable de sentir que c'est lui qui contrôle sa vie, c'est parce que l'homme n'est pas capable de comprendre comment ça marche la vie. Si l'homme comprenait comment ça marche la vie, à ce moment-là, il ne serait pas manipulé dans sa vie. Mais pour savoir comment ça marche la vie, il faut que tu puisses parler avec du monde qui travaille de l'autre bord. Ça veut dire, si tu veux savoir comment est-ce que ça fonctionne, ton radio, mais il faut que tu puisses parler à quelqu'un qui est à CKVL, là, qui va te donner un programme à soir. Bon, c'est la même chose pour l'homme. L'homme va être éventuellement obligé de connecter avec ces plans-là. Bon, à ce moment-là, il va commencer à comprendre comment est-ce que ça marche la vie, parce qu'ils vont lui expliquer. Ça marche de même, ça marche de même, ça marche de même, ça marche de même. Fait que là, sa maison brûle, mais ils vont dire que ta maison en brûle pour que tu vives pas d'insécurité matérielle par rapport à ton avenir. Ta femme te sacrée là pour que tu vives pas de dépendance émotive par rapport à ta femme. OK. Ainsi de suite. Bon, on revient toujours au fait qu'il y a quelqu'un d'un autre plan qui peut Pas nous quelqu'un, c'est toi, là. Bon, ça, qui te parle. Ouais. Les gens ont beaucoup de difficultés. On parle des égrégores, ça semble être un filtre ou un élément qui masque cet échange-là. Pour la faire, cette connexion-là, et la maintenir, est-ce qu'il y a une façon d'être ou une disposition de l'âme ou de l'esprit pour pouvoir arriver à... Une disposition de l'ego. Une disposition de l'ego. On vous dit que la pensée vient d'ailleurs. C'est final, arrêtez de vous obstiner nous autres. Elle vient d'ailleurs. Que vous le voyez, que vous soyez content, que vous soyez pas content. Ça, c'est votre problème. Elle vient d'ailleurs anyway. OK. Fait qu'un jour, dans 200 ans, dans 500 ans, vous allez être obligé de reconnaître qu'elle vient d'ailleurs. Ouais. C'est pas une affaire qui se discute, ça, qu'elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs. On vous dit qu'elle vient d'ailleurs, elle vient d'ailleurs. Bon, mais c'est à vous autres, avec le temps, de découvrir qu'elle vient d'ailleurs. OK. Mais avec le temps, qu'est-ce qu'il faut découvrir? Je comprends qu'on découvre qu'elle vient d'ailleurs, mais qu'est-ce que la démarche pour le découvrir? Mais on vous dit qu'elle vient d'ailleurs. Fait que si un jour vous vous levez puis ça vous dit dans votre tête que vous êtes un niaiseux, elle vient d'ailleurs. OK. C'est déjà quelque chose. Puis si vous avez une idée créative... Fait que si t'as entendu parler de ça là, dans ta vie, là, qu'elle vient d'ailleurs, puis tout d'un coup, tu dis dans ta tête que t'es niaiseux, mais tu dis que c'est que tu veux me dire? C'est quoi, là? Là, ça va arrêter. Ah, tu viens de découvrir quelque chose. J'ai essayé de t'en passer une petite vite. Tu l'as arrêté. OK. Mais si on ne sait pas qu'elle vient d'ailleurs, puis tu te fais dire que t'es niaiseux dans ta tête, puis tu réfléchis que je suis niaiseux, mais tu vas être niaiseux. T'es pas niais à être niaiseux, t'es fait à l'os. OK. Puis c'est une idée super créative, là, tu sais, qui part en affaires. Elle vient toujours d'ailleurs. Elle vient toujours d'ailleurs. Ouais, fait que c'est une idée super créative, puis tu te penses maths, ils vont te faire rentrer dedans. Te faire découvrir que les idées viennent d'ailleurs, puis il y a un rythme des idées, il y a une programmation, puis il y a un temps, ainsi de suite. Fait que, ils vont t'envoyer une idée, tu vas penser qu'elle est bien bonne, puis ils vont te mettre une trappe dans l'idée, puis tu vas faire une gaffe, puis avec le temps, tu vas apprendre à couler tes idées créatives. Parce que c'est l'ego, ça, qui a de l'overtime, là. Pour finir, Bernard, on gagne le gros lot. Ça vient d'ailleurs? Tout vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs. C'est à quoi? C'est bien dur à comprendre, cette affaire-là, que ça vient tout d'ailleurs. Ouais. Penses-tu que tu as une bouteille de Pepsi? Non. Merci beaucoup, Bernard. On revient dans 20 minutes, une demi-heure.